Je suis familier des revues. C'est quelque chose que j'ai aidé au départ d'une autre revue, dans un autre cadre, puisque c'était au Parti communiste. Et j'étais la cheville ouvrière du lancement de la revue, la préparation des cahiers marxistes, qui ont disparu avec le parti, etc. Et j'aime bien, moi, j'ai une âme d'éditeur. C'était avant mai 68. J'ai des années de parti, enfin, je n'y suis plus depuis longtemps. Et j'ai toujours été, comme j'ai des inhibitions à l'écriture, je sais faire écrire les autres. Je suis fondamentalement, je crois, un éditeur. Et quand je suis arrivé à la société, j'ai d'abord été, qui était beaucoup plus petite, et je me dis, au bout d'un certain temps, il m'a semblé qu'il manquait quelque chose. Étant un homme qui avait l'habitude des organisations, il faut absolument un organe qui diffuse vers l'extérieur et qui soit reconnaissable. Et alors, je me suis dit, au cours d'une assemblée générale, j'ai posé carrément la question de la création d'une revue. Ce qui fut accueilli de manière diverse. Les anciens, il y en a qui étaient mitigés, d'autres franchement contre. Et je crois que c'est Daniel Flaget qui a lancé le bazar en disant ben écoute, la revue éventuellement, pas tout de suite, mais enfin il faut tester les capacités créatrices. Et alors j'ai dit bon, on va faire un bulletin. Et au terme de 4-5 ans, on avait nos prévisions financières tout à fait au point. On dit maintenant, on franchit le Rubicon. Ça, j'ai sondé des éditeurs. Alors, les éditeurs français, les revues belges. Et les éditeurs belges étaient vraiment plus que réticents. Ils avaient vraiment pas sympa du tout. Alors, je dis bon, ben, on va devenir éditeur en même temps. Ce qui fait que en même temps que la revue belge a été lancée, on a créé une maison d'édition. Donc j'ai oublié le nom, enfin, bref. Et qui est toujours enregistrée. On peut toujours éditer un livre, si on veut. C'est possible. Il y a eu un vote, et le numéro 1, je l'ai présenté à la société en 1982. Et André Alsteins, Baudouin de la Haye, qui a joué un rôle important parce qu'il était plus... Il a écrit, mais il s'occupait de la trésorerie. Arsène de Reyck, qui faisait toutes les traductions des notes, des résumés après en néerlandais. Daniel Flaget, Jacqueline Godefroy, Maurice Habert, Jiminy Smith, Germaine Peutz, qui continue à taper, Léon Van Eyck et Michel Van Lisbeth-Ledan. Roussillon, à un moment donné, au cours d'un congrès, il me dit, voilà, j'ai envoyé un numéro, un article à la Revue française qui m'a été sèchement refusé. Peux-tu l'accepter? Laisse-moi lire. C'était le médium malléable. J'ai pas eu une formation classique, parce que j'ai pas fait les humanités. J'ai fait des études techniques longues, puis j'ai fait la médecine, qui n'est pas très littéraire, faut bien le dire, mais j'ai toujours beaucoup lu. Et j'ai lu américain et anglais, et j'étais fasciné par l'écriture. Et ce d'autant plus que je sais écrire, mais j'écris mal. Il y a 2-3 catégories. J'écris des nouvelles, j'écris des scénarios, mais c'est une très grande difficulté, une souffrance. Je vois d'autres qui écrivent comme ça, avec une aisance spontanée, ils corrigent après. Quand je vois Jacqueline écrire, c'est confondant. Il y en a d'autres qui écrivent avec une spontanéité. Moi, j'ai eu des difficultés énormes
je peux écrire comme ça. Voilà un exemple de phrase que j'écrivais parce que j'ai dû passer un examen au jury central. Et alors, du genre, je vais chercher du lait pour ma grand-mère qui est malade dans un petit pot. Voilà. Alors évidemment, le romaniste qui me corrigeait s'arrachait les cheveux, mais au bout d'un certain temps, j'ai pu quand même écrire plus ou moins convenablement, du moins pour passer le... Et il y a des articles que j'ai écrits spontanément. Et alors, d'autres, des bonnes âmes ont dit, écoute, tu écris en patagon. Mais je sais corriger un article. Et j'ai dit à certains, écoute, c'est bien, mais tu écris mal. Il ne faut pas être... et j'aime bien lire les autres. Et une des tâches qui s'est avérée les plus difficiles, parce qu'il y avait un comité de rédaction, on lisait, tout le monde lisait l'article proposé, et il m'était chargé, s'il y avait des corrections à demander, de parler avec l'auteur. Et à certains moments, ça s'est avéré une tâche hautement vertigineuse et compliquée pour changer un paragraphe ou bien un bout de phrase et la changer, même avec des gens qui écrivent, je ne veux pas citer de nom, mais qui étaient de vrais écrivains, et c'était très compliqué. La susceptibilité de celui qui écrit est réelle, mais ça fait partie du métier. Il y a eu des moments difficiles lorsque c'était un article d'un membre du comité de rédaction qui se voyait refuser son article. Ça, c'était lourd parce que c'était moi qui étais chargé de le dire et d'encaisser, je dirais, le mouvement, etc. Bref, surtout qu'on sait que c'est très... Un comité interview, c'est très émotif. Et le comité aussi, c'est très émotif. Quelquefois, on est d'accord quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi ça marche et qu'on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et donc, c'est très instable. Je ne pouvais pas être un éditeur de romans parce que je n'ai pas le profil et je n'ai pas l'ouverture pour ça, même si je lis beaucoup. Mais comme j'étais dans le bain analytique, que c'était mon métier, que je lisais beaucoup, je trouvais ça important, mais surtout, je crois que j'avais vraiment envie de montrer aux collègues qu'ils savaient écrire et qu'ils pensaient psychanalytiquement et qu'il y a des choses qui étaient valables. C'était ça mon idée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose une non-confiance en eux-mêmes qui était frappant pour moi, qui avait connu d'autres organisations. Et j'ai trouvé que ce n'était pas juste. Et que la revue était peut-être une ouverture vers l'extérieur, mais qui était surtout une espèce de référence où ils pouvaient se projeter, se voir, et qui peut-être améliorer, je dirais, leur opinion vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y en a qui ont écrit grâce à la revue. J'ai consacré beaucoup de temps à stimuler certains collègues que j'aimais beaucoup et que j'appréciais les idées, d'écrire. Et pour certains, ça a été le départ d'un travail d'écriture. Pour Jacqueline, non, mais elle écrivait déjà par ailleurs. Mais incontestablement, ces bouquins ont été écrits dans la revue d'abord. C'est ma revue, je l'aime, je l'ai aidé à naître, mais il faut un renouvellement. Et donc, je le savais. Et que par ailleurs, en tant qu'éditeur et rédacteur, c'est très fatigant, c'est très pompant parce que ça prend un temps fou pour corriger, lire, faire modifier, réparer les conneries de l'éditeur, enfin de l'imprimeur, c'est un temps, on ne pense qu'à ça. Moi, ça m'allait au bout d'un certain temps, après on fatigue. Et puis je trouvais que ce n'était pas juste. C'est pas la revue de Maurice Savert, c'était la revue de la revue belge de psychanalyse, et à un moment donné, il est légitime qu'il y ait un changement. Et puis à un moment donné, je dis,
J'ai dit, j'avais prévenu, hein, ça n'a pas été impromptu, j'ai dit dans 2 ans j'arrête. Alors que ceux qui veulent, j'ai approché Marie-France parce que je l'avais vu travailler, que j'aimais bien comment elle pensait, je l'aimais bien par ailleurs. Et puis bon, je suis parti. J'ai laissé la j'ai pas de façon à ce que le père fondateur soit, il ne disparaisse pas de la vie, mais pour qu'il sinon ça devient comme ça. Surtout que j'étais quand même un peu plus âgé que les autres candidats. Vous savez bien que l'écriture a toujours été quelque chose d'important pour moi, et la lecture aussi, évidemment. Donc, là, j'avais commencé l'expérience d'être directrice de rédaction du bulletin avant la revue. Alors, chaque fois, j'ai succédé à Maurice, en fait. Donc, Maurice avait créé le bulletin en 78, si je me souviens bien. Donc moi j'étais toute jeune analyste à l'époque, évidemment, et j'avais déjà écrit dans le bulletin à ce moment-là. Et alors quand Maurice a créé la revue et qu'il a à ce moment-là passé la main pour le bulletin, il m'a demandé de prendre la direction du bulletin. Donc j'avais déjà une expérience, si tu veux, à ce niveau-là. Alors, quand la revue a été créée en 82, ça a été un peu une révolution à la société, parce que déjà le bulletin, qui était une reprise d'un bulletin qui avait existé tout au début, il y avait eu pas mal de résistance, parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'on est une assez grande société pour faire ça, etc. Alors la revue, ça avait quand même suscité pas mal de remous. Puis finalement, et avec le soutien de certains collègues, elle s'est créée en 82. Pour moi, c'était vraiment très très important. Et je me souviens que j'avais très envie que cette revue continue à vivre. Hein, Et en même temps, c'était aussi très émouvant et une gageure de reprendre la succession de Maurice, puisque c'est lui qui l'avait créée. Donc je me sentais peut-être un poids supplémentaire sur les épaules à ce moment-là. Et alors, donc voilà, j'ai repris les numéros. Alors, Maurice avait très bien préparé le terrain, c'est-à-dire que je me suis retrouvée quand même avec un numéro complet, si pas 1,5 d'avance, donc pour un petit peu démarrer sur des bases qui étaient quand même sécurisées, je vais dire. Et puis voilà, je me suis lancée. Et alors, ce qu'il y avait aussi, c'est que je faisais partie du comité de rédaction de la revue, déjà depuis 90. Et à ce moment-là, j'avais, entre autres, parce que ça c'était déjà paru dans le bulletin, mais initié avec Maurice, l'idée de faire paraître les lectures de Freud dans la revue. Hein, donc là, ça a commencé, les lectures de Freud ont commencé sous la responsabilité de Maurice, mais elles ont continué pendant quand même 8 numéros, puisque ça a fait pas mal de numéros. Et quand les lectures de Freud ont été finies, alors avec Nicole a repris la relève avec les carrefours psychanalytiques. Je pense qu'on est quand même analystes, on est tous quand même de grands lecteurs. J'ai toujours beaucoup lu depuis que je suis toute petite. J'ai un souvenir je devais avoir 9-10 ans ou quelque chose comme ça, et j'étais malade, et je vois encore mon oncle qui arrive et qui avec dans la collection verte les 3 tomes des 3 mousquetaires, le 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne. Donc ça fait 9 tomes de livres, et qui me jettent sur le lit les 9 tomes en disant « J'espère que comme ça j'aurai la paix ».
Et alors, évidemment, au bout de la semaine, comme j'avais été malade assez longtemps, je ne sais plus, j'avais la rougeole ou la rubéole, ou, enfin, une maladie d'enfant, mais qui est contagieuse, donc qui isole pendant un bon bout de temps. Je crois qu'au bout d'une semaine, j'avais tout dévoré, donc c'était à peine une... Bon, c'est un exemple. C'est du plaisir, c'est pas facile d'écrire, hein, mais c'est un plaisir mélangé de travail et de... Parfois, il faut vraiment s'accrocher, mais c'est quand même... La lecture est un pur plaisir. L'écriture, bah, on se bat parfois avec ce qu'on veut dire, hein, mais... Le... Voilà, donc ça c'est un intérêt et qui n'a pas, pendant les 8 ans, ça n'a pas diminué, si tu veux. Bon, je trouvais qu'il fallait passer la main, que je crois que c'était important pour toutes les activités d'ailleurs de la société, de pas tenir trop longtemps non plus. Hein, mais chaque numéro, c'est quand même... D'abord, il faut courir après les auteurs. Ça, c'est une chose. Il faut aussi courir après les manuscrits, enfin recevoir à temps. Alors, il faut aussi vous dire qu'à ce moment-là, l'informatique, c'était pas encore tout à fait au point. Hein. Donc, il fallait encore retaper une partie. Donc, c'était les personnes qui s'occupaient de ça, le couple qui s'occupait de ça à l'époque, devait retaper. Enfin, ça a été tout un... Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Hein, alors, au début, ça a été des manuscrits, ça a été assez vite des disquettes. Si vous vous souvenez encore on avait des disquettes, donc on amenait la disquette, mais qu'il fallait remanier. Enfin, c'était... les polices de caractère n'étaient pas encore tout à fait au point. Enfin bon, c'était les débuts quand même. Hein, est-ce que Internet... Non, il fallait que j'amène les disquettes à l'époque. Hein, donc ça, c'était vraiment un problème. Enfin, un problème. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Alors ça, c'est un aspect. Donc il y a aussi le fait que j'ai voulu ouvrir le plus possible à l'étranger aussi. Hein, donc je ne sais pas si vous regardez les numéros, il y a quand même déjà pas mal de collègues qui ont écrit de l'étranger, enfin de France, de Suisse, francophones en tout cas, mais certains aussi qui ont fait des traductions. Et alors, j'ai aussi été... René Roussillon nous a beaucoup soutenus à cette époque-là. Il y a toute une série d'articles de René qui nous a amenés, parce que son tout premier article, Le médium malléable, sur le médium malléable, avait été publié par notre revue, et donc qui avait été refusé par la revue française à l'époque. Et donc René avait une comment dirais-je, une espèce de gratitude aussi par rapport à la revue. Puis bon, c'est un ami, donc voilà. Et donc il a beaucoup soutenu. Et alors il y a des souvenirs des anciens aussi qui sont là, que vous avez connu, mais pas beaucoup finalement. Donc récemment, il y a Henri Ouinan qui faisait partie de l'équipe, alors de la fondation, pas de la revue en tant que telle, mais des fondations psychanalytiques. Il y avait Ben Ruby, donc, qui était le trésorier évidemment, comme il a été trésorier de beaucoup de choses. Et donc vraiment des anciens que vous ne connaissez pas, et ça faisait des soirées, au niveau des soirées de la revue, assez rigolotes, il faut bien dire, parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, ils racontaient des histoires, ils avaient un chic pour raconter des histoires drôles, de temps en temps c'était un peu beaucoup, mais c'était vraiment très très chouette à ce niveau-là. Donc ça, c'est un versant. Alors il y a eu un moment qui a été assez difficile, ça c'est vraiment c'est l'interview de Melzer par Rudy et Serge. Une interview qui était vraiment
extrêmement contestable. Et toute la difficulté, est-ce qu'on le publie ou pas, hein? Donc je me souviens qu'on s'était posé la question. Il y avait différentes phrases sur les Juifs en tout cas, et sur l'Holocauste, en particulier une phrase très ambiguë où c'était finalement ils sont tellement orgueilleux que c'est de leur faute. Hein, en gros, enfin, je schématise, il faudrait retrouver la phrase exacte, mais c'était un peu ça. Hein, et bon, donc moi j'avais écrit à Melzer à ce moment-là pour lui dire, mais est-ce que vous êtes sûr que vous gardez cette phrase-là dans l'interview? Enfin, j'avais demandé à Serge et à Rudy, plus exactement, d'écrire à Melzer. Melzer a maintenu, et il est juif lui-même, donc c'est compliqué comme situation. Et donc, on s'est posé la question, et finalement, on a publié avec quand même un droit de réponse, d'une certaine façon. Ce qui a eu lieu. Mais donc, il y a eu pas mal de remous à la société à ce moment-là, parce qu'il y a des collègues qui nous ont reproché d'avoir... enfin, qui m'ont reproché, puisque j'étais directrice de la revue, d'avoir publié l'article, enfin, le Carrefour malgré ce... D'autres qui trouvaient que, ben voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la liberté de Melzer de penser ça, mais qu'on peut avoir un droit de réponse. Droit de réponse qui a eu lieu dans la revue. Mais ça a quand même été un moment assez difficile et assez pénible. C'est le plus mauvais souvenir que j'ai de la revue à ce moment-là. Et puis alors il y a eu d'autres très très bons moments, par contre, avec le numéro spécial sur l'interprétation, 2 numéros spéciaux à l'occasion des 15 ans de la revue, où il y a eu beaucoup de participation de collègues de beaucoup d'endroits, y compris des Lacaniens, hein, donc, puisque Francis a publié à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et donc, voilà, il y a eu des moments aussi très... où on avait envie d'avancer. Puis alors, les carrefours psychanalytiques, ça, le début des carrefours psychanalytiques, ça a été aussi un bon moment. Je me vois encore avec Nicole allant interviewer Green, parce que Nicole m'avait dit, bah, viens avec moi, tu le connais mieux. Après, elle l'a connu beaucoup mieux, mais à ce moment-là, elle ne le connaissait pas encore. Et moi, j'étais en supervision chez lui à l'époque, donc ça a un peu facilité les choses, quoi. Donc voilà, ça, c'est des moments forts, je dirais. Hein, Mais j'étais à la revue déjà depuis tout un temps, hein. Je crois que j'avais commencé avec Marie-France déjà depuis plusieurs années dans le comité de lecture. Et ça s'est fait tout naturellement. J'étais probablement un des plus anciens à ce moment-là à pouvoir travailler. Et comme j'avais terminé ma présidence, bah, automatiquement j'ai accepté cette charge-là, quoi. Moi, c'était important la lecture. J'ai toujours été un très très grand lecteur. J'ai beaucoup plus difficile à écrire. J'écris très très peu. Mais la lecture, oui, je pense que c'était important. Bien que j'ai une petite idée là-dessus, je trouve qu'il y a trop de publications analytiques dans le domaine analytique. On est noyé, noyé, noyé. Mais enfin, c'était important de continuer à la société belge l'aventure qui avait été initiée par Maurice. C'est une idée un peu folle au départ, hein, de faire une revue belge de psychanalyse, et ça n'a pas toujours été simple, mais enfin c'était important quand même de montrer un peu notre réflexion clinique à nous. Je veux dire, c'est important parce qu'à la société, je trouve qu'il y a une réflexion clinique qui est très large, qui est très multiple, et ça c'était important. Oui. Donc quand je lis pas mal d'articles, je trouve il y a parfois des redondances, quoi. C'est-à-dire, je trouve qu'il n'y a quand même pas tellement d'idées vraiment intéressantes et originales. Il y a beaucoup des reprises, des concepts qui sont répétés inlassablement. Mais dans cette aventure, on avait beaucoup réfléchi, par exemple, au numéro 50, hein, puisque c'était un numéro très particulier. On avait repris les articles du numéro 1 de 25 ans auparavant. Et on avait redemandé aux auteurs de commenter leur article.
Donc tout le monde était là sauf Jean Capiot qui était malheureusement décédé. Donc on a les commentaires des auteurs eux-mêmes qui avaient écrit 25 ans plus tôt et qui 25 ans plus tard relisaient leur article, plus les commentaires de membres de la revue. Et c'est intéressant de voir quand même, je pense qu'il y a des modes en fait dans les concepts. Et il y a certains concepts qui sont très importants 25 ans avant et qui ont été complètement modifiés ou qui sont à l'arrière-plan 25 ans après. Ça, c'était intéressant, je trouve, de voir des choses comme ça. Le numéro 50 est vraiment un numéro qu'on a bien aimé au comité de lecture. Oui. Ma patte personnelle dans cette aventure-là, d'abord, ça a été d'éviter que ça ne tombe à rien. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec un numéro extrêmement mince. Je me souviens, je crois que on faisait à tout casser 100 pages. Enfin, ça a été limite. Ça a été les cheveux blancs à une certaine époque pour avoir des articles. Ça, c'était l'obsession importante. On avait 3-4 articles, on était à 2 mois de la publication. On se disait, oui, mais on n'en a pas assez. Enfin, ça, c'était un souci permanent. Ma patte, moi, c'est le numéro 50, ça c'est sûr. C'est une idée que j'avais eue. C'est le DVD, bien sûr. Les 50 premiers numéros sur un DVD pour reprendre quand même l'ensemble de ce qui avait été fait. Et PepWeb, cette négociation. Je pense que la revue belge a été la première revue francophone dans le site PepWeb. Et ça, c'était une aventure intéressante. Le DVD, ça a demandé beaucoup de travail. On a travaillé avec Nicolas Rome, là, qui travaille toujours pour la société. Et ça, c'était important, parce qu'on a vraiment conçu de A à Z ce DVD. C'est-à-dire que PepWeb, en fait, donc, moi, je pensais tout simplement qu'ils allaient avoir une série de numéros. Bon, on leur envoyait les numéros, mais ce n'était pas si simple que ça. Ils ont voulu rescanner tous les numéros et ils m'ont demandé d'envoyer toute urgence la collection complète des 50 premiers numéros en Inde. Et en fait, j'ai perdu toute ma collection parce qu'il fallait réagir dans la semaine et j'ai dû donner les 50 numéros que j'avais dans ma bibliothèque. Si bien que j'ai perdu notamment le numéro 1, qui était un numéro qui était devenu assez rare. Mais enfin, je me dis que mes revues sont en Inde. Je ne sais pas où, mais j'avais une très très bonne équipe. Moi, j'étais très content de travailler avec l'équipe qu'il y avait. Ça s'est toujours fait dans la bonne humeur. Certains étaient déjà là depuis un petit temps. Et puis d'autres sont venus se joindre, des plus jeunes, et ça a toujours été une bonne équipe. On a toujours bien travaillé. Parfois, on s'écharpait parce qu'un article, certains disaient oui, c'est bien. D'autres disaient non, absolument pas, c'est horrible. Bon, ben ça, c'est la loi du genre. Hein, ça. C'était des réunions agréables et à chaque mois de juin, je crois, on allait manger un bout au restaurant tous ensemble. Ça, c'était clair. Oui, il fallait préserver ça. Je suis liégeois, alors bon. Moi j'étais très conservateur à l'époque, je voulais garder la revue comme elle était, blanche. Bon, alors il me tombait dessus en disant mais on ne la voit pas dans les librairies, c'est pas bon, c'est pas beau, la typographie n'est pas belle. Et finalement, ça a changé. Donc, quand j'ai arrêté, en fait, c'était Nicole qui avait pris le relais en avant, ça a été changé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Je trouve que la revue est belle. Oui. Moi, je trouve que le résultat est très, très beau. C'est un peu une épopée parce que je n'ai pas choisi d'être la directrice de cette revue. Il se fait que quand Jacques Delaunoy a terminé ce mandat, personne ne se présentait. Et comme je tiens quand même énormément à l'écriture, à défendre par la plume, et plus que jamais, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, nous sommes tous Charlie, j'ai accepté de prendre un intérim, en fait, de prendre la direction de cette revue pendant 2 ans. Et d'autant qu'évidemment, je fais partie de ce comité de lecture depuis 20 ans. Donc voilà. Il faut dire que je ne suis pas très douée pour l'organisation administrative, encore que j'avais envie de changer quand même la couverture. C'est à partir de ce moment-là que la couverture a changé. Et il y a un aspect symbolique à ce changement de couverture aussi.
Et il faut dire que j'ai été particulièrement aidée par le comité de lecture et surtout par Annie Van Dijk, qui était secrétaire, et par Jean-Pierre Goffin, qui était trésorier. Ils ont été extraordinaires. Et c'est à cette condition-là, d'un travail vraiment à trois, que donc j'ai accepté de faire ça pendant 2 ans, mais pas plus. Donc en fait, je suis une directrice intérimaire. Mais quand même, j'ai pris tout de même cette tâche-là au sérieux, même si elle n'a pas duré très longtemps. Et dès le départ, j'ai un peu pensé à qui pouvait reprendre le flambeau, et j'ai pensé que Jean-Paul Matteau, qui adore écrire, qui écrit bien, qui s'intéresse aussi à l'écriture de la psychanalyse, pouvait effectivement reprendre ce flambeau, ce qu'il fait, je pense, très très bien. Ah mais écoute, c'est un rapport extrêmement proche, plein de plaisir, la lecture certainement, toutes les lectures, certains philosophes actuels, certains anthropologues et aussi évidemment la psychanalyse, bien que certaines œuvres psychanalytiques actuellement sont assez redondantes, je trouve, et qu'on a intérêt à se balader un peu à la marge de la psychanalyse. Et je pense ça depuis très longtemps parce que c'est moi qui avais inauguré la rubrique Carrefour psychanalytique et où j'interviewais toute une série de psychanalystes, majorité français, mais qui avaient quand même des positions théoriques et cliniques différentes. Mais il y en a aussi des anglo-saxons, il y a eu Kernberg, Metzer et d'autres. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord ouvrir le champ psychanalytique et garder bien sa spécificité, mais que se balader à la marge pour entendre ce qui se passe de l'autre côté de nos limites, c'est vraiment intéressant. Outre le fait aussi que tous les aspects culturels, enfin la manière dont la culture est aussi fondatrice de l'inconscient, m'intéresse également. Donc voilà. Alors, mon rapport personnel à l'écriture, c'est que j'ai toujours l'impression de soupirer un peu. C'est toujours un peu difficile quand je me trouve devant une page blanche et que je vais commencer à écrire un article. Et puis après, je suis très contente parce que c'est vraiment une manière, c'est un gros travail. On croit toujours que les gens qui écrivent, c'est très facile comme ça. Non, c'est un gros travail, ça prend du temps. D'abord, je lis, je mets mes idées en place, je rêve, etc. Et quand je dois m'y mettre, ça n'est pas si facile que ça, mais ça me donne vraiment du plaisir dans la mesure où j'ai l'impression que ça me fait avancer sur le plan théorico-clinique. Oui, j'ai essayé enfin, nous avons, parce que c'était vraiment un comité de lecture une bonne collaboration. Nous avons essayé effectivement de reprendre, de ne pas avoir peur justement de reprendre des concepts analytiques et d'orienter les articles dans ce sens-là, et aussi d'ouvrir à des auteurs peut-être, à des auteurs qui viennent d'ailleurs, à des auteurs étrangers, d'essayer d'aller motiver des gens un peu en dehors de notre société, parce que je voudrais tout de même dire que dans notre société, il y a certaines inhibitions à l'écriture, et il y a des gens qui auraient énormément de choses à dire, mais ils ne le disent pas, ils ne l'écrivent pas. Donc, on a essayé aussi d'aller dans ce sens-là, de dire oui, écrivez, c'est votre revue, c'est notre revue, il faut témoigner de ce que nous pensons et de ce que nous travaillons ensemble. Ces interviews commençaient toujours d'une manière un peu formelle, et puis, comme quand j'interviewe, j'essaye de lire la majorité de l'œuvre de la personne que j'interviewe. On entre de plus en plus dans la pensée de la personne interviewée, et alors ça devient à un certain moment assez passionné. Et alors, évidemment, il arrive toujours un moment où je dois dire à la personne qu'on interviewe, vous voulez qu'on inscrive ça
Alors évidemment, qu'est-ce que j'ai dit Et alors évidemment, je leur dis, ils me disent non, 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 on va continuer. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que je leur montre, je fais un premier jet, et puis je leur montre le texte, et ils peuvent encore évidemment recorriger. Donc, ce sont des interviews extrêmement travaillées. C'est pas sur le vif comme ça. C'est extrêmement travaillé. C'est fait pour un texte. Alors, par exemple, il y a une anecdote avec Laurence Kahn. Nous avons travaillé de 2h de l'après-midi à 19h. Donc, en discutant ferme. Et alors, cette discussion, elle se révèle un peu dans l'interview qui est longue, dans le texte qui est long. Mais évidemment, on n'a pas inscrit toutes les discussions parce qu'on est pris. Moi, il y a des moments où on est pris dans des discussions plus personnelles, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est très agréable. Oui. Je me souviens, par exemple, avec de Musan, son chat est intervenu à un certain moment. Il m'a dit, mais oui, il a aussi des choses à dire. Voilà, c'est... alors, il était très virulent, lui, il avait tout à fait raison. Il a dit, mais moi, je m'en fiche, on attaque la psychanalyse. Elle a toujours fait scandale. La sexualité infantile fait scandale, encore toujours. Et l'inconscient fait scandale. Les gens n'aiment pas ce qui leur échappe. Ils préfèrent être dans la puissance, dans la toute-puissance. Ils préfèrent savoir, détenir la vérité. Bon, il y a plein d'anecdotes. Hein. Oui. Mais disons, c'est aussi, ça crée des amitiés aussi avec de Musan. Ça a été le point de départ d'échanges que j'ai eu avec Jean-Luc Donnet aussi. Ah oui. Ça a été... Donc, ça m'a apporté énormément de choses, ces carrefours. Et je pense que c'était important pour la revue au moment où ils ont été inaugurés. Ils sont un peu plus rares maintenant parce que, comme je te dis, c'est un travail énorme. C'est un travail préalable de lecture de l'œuvre et après la mise en forme, etc. André Green, par exemple, avait corrigé, puis il m'a refait faire et puis on a retransmis. Donc, avec lui, ça a été vraiment un travail théorique lourd. Moi, je pense qu'il y a un consensus dans notre société. C'est que si nous faisons de la théorie, nous avons toujours besoin de nous référer à ce que nous découvrons dans notre clinique. Alors Freud disait que tous les cas qu'il a décrits, qu'il a théorisés évidemment, qu'il fallait lire ça comme un roman. Bon, alors tu poses une question évidemment extrêmement délicate, hein, parce que d'abord, écrire des cas, c'est tout de même quelque chose qui pose des problèmes éthiques. Hein, nous sommes tenus par la confidentialité et puis nous allons écrire un cas. Donc moi, les derniers récits de cas que j'ai faits, j'ai demandé. D'abord, c'était X années après la fin du travail analytique et j'ai demandé à la personne, au patient, hein, à l'ex-patient, ou à l'ex-patiente, si elle était d'accord d'être publiée. Donc elle a donné son accord et voilà. Et je pense que je vais continuer à faire cela parce que il y a des gens qui ne supportent pas hein, d'être comme ça, mais même si c'est mis dans un certain contexte, qu'on peut maquiller des éléments identitaires, malgré tout, ça pose question. D'un autre côté, écrire uniquement de la théorie un peu désincarnée, comme ça, je trouve que c'est froid, ça manque d'intérêt. Alors, évidemment, ce qui est magnifique, c'est quand des théories, on sent dans des théories sans citer des cas que, évidemment, c'est la recherche clinique qui est là au cœur même de la manière de théoriser. Donc c'est pour ça qu'écrire la psychanalyse, je pense que c'est pas la même chose que d'écrire de la fiction ou d'écrire une lettre, sûrement pas, ou d'écrire, même de mettre ses idées sur papier comme ça, non, c'est pas du tout la même chose. Je pense que quand on écrit de la psychanalyse, c'est écrire quelque chose qui a une origine scientifique, même si c'est une science humaine, avec son épistémologie propre, mais non, je pense que ça
c'est pas la même chose que la fiction. C'est un travail de réflexion dans un champ bien spécifique, scientifique. Donc j'avais interviewé Jacqueline Hartmann et elle disait que ce soit pour la psychanalyse ou pour ses romans, elle avait toujours un lecteur interne extrêmement sévère, et que pour elle, le public était là, les lecteurs étaient là, très très proches, et elle devait même essayer de faire tout un travail de prise de distance avec la peur d'être démolie, quoi, par ce surmoi, par ce lecteur interne tellement cruel. Moi, je crois, je suis assez d'accord avec elle. Moi, j'écris pas de romans. J'aimerais bien. Tous les analystes ont en eux des romans. Ceux qui écrivent des romanciers un peu cachés, ils aimeraient bien. Hein. Ils aimeraient bien. Mais non, je crois qu'écrire un roman, non, me ferait tout aussi peur. Oui. Non, je pense aussi. Je rejoins assez Jacqueline Hartmann. Je pense que j'aurais un lecteur interne sur Moïc qui me montrait son doigt et dirait faire comme. Oui, j'espère que ça va plaire. On a toujours envie d'être connu hein, et d'être apprécié. Et ça. Et donc, comme je disais, on prend ce risque-là hein, quand on écrit, que ce soit de la psychanalyse ou de la fiction, on prend tout de même le risque de déplaire ce qu'on n'a pas nécessairement envie de rencontrer. L'écrit depuis très longtemps est un peu une passion pour moi. Écrire, lire, et il y a un rapport un peu particulier dans la mesure où c'est vrai que je lis beaucoup pour écrire. C'est-à-dire que une grande motivation de mes lectures, c'est quand même d'être déjà de rentrer dans une espèce de cheminement, de quelque chose que je suis en train de penser, écrire, et alors qui est quand même beaucoup centré sur la psychanalyse ou la pratique clinique, etc. Mais toujours en la décalant. Et donc j'étais très intéressé par l'idée de diriger le comité de rédaction de la revue, parce que c'est voilà, au niveau identitaire, la revue, c'est quelque chose de très important pour moi, dans son lien avec la société. Et puis, écrire la psychanalyse, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est, depuis longtemps, important. J'ai commencé ma formation à Paris, que j'avais déjà l'idée de commencer à écrire. Et bon, à l'époque, c'était la psychiatrie de l'enfant. Très, très vite, j'ai eu cette envie-là. Et toujours aussi avec une sorte de décalage par rapport à la clinique et par rapport à la théorie psychanalytique, qui était d'amener des domaines littéraires essentiellement. Et donc, l'idée d'une revue, avec toute la possibilité que ça ouvrait aussi de toucher peut-être aussi à différents champs, et puis de m'occuper de comment on gère une revue, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, et donc c'était pour moi très très passionnant. Et j'ai eu la chance que Nicole Minazio et les collègues du comité me proposent. Voilà, quand Nicole a décidé de raccrocher, me propose de prendre la suite, ce que j'ai fait sans hésiter, avec beaucoup de plaisir. Mais écrire pour moi, qui très longtemps a eu du mal à parler, c'est-à-dire que, je veux dire, à parler en public, c'était pour moi pas très facile, mais même de manière générale, parler n'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est, en tout cas au départ, ce que j'aimais, c'était avoir des idées que je pouvais développer, fignoler, retoucher, presque comme un tableau, si tu veux. Et que l'écrit offre cette possibilité, alors que la parole, ben, elle est lâchée, voilà, on ne la modifie plus, elle est ce qu'elle est. Et j'avais cette crainte, je pense, quand même, par rapport à l'expression de ne pas tout à fait bien arriver à dire ce que je voulais dire. Et donc l'écrit était pour moi une manière de pouvoir approcher au plus près des choses voilà, qui me touchaient à cœur. Et ça a commencé un peu comme beaucoup de gens, je pense, à l'adolescence, avec des poèmes et des choses comme ça. Et puis, peut-être même avant ça, si j'y pense, avec les lettres que j'écrivais à ma grand-mère quand je partais en vacances. J'avais une grand-mère qui était quelqu'un qui aimait beaucoup la littérature. Elle avait été élevée dans la culture française. Et pour elle, c'était important l'écrit. Et elle prenait un très, très grand plaisir à recevoir des lettres.
Et à chaque fois, je recevais en retour des lettres qui commentaient mes lettres et qui, voilà. Donc ça avait pris du coup une importance particulière et une valeur, voilà, je dirais, en termes de communication. Villelocher disait, alors avec un air un peu critique, hein, que la grande majorité de la littérature psychanalytique, c'est du roman psychanalytique. Et que, voilà, et que les vrais textes de mise au travail non romancés, c'était une toute petite partie de la production psychanalytique, en tout cas, c'était son point de vue. Et pour moi, c'est un peu vrai. Quand j'écris des textes, bien sûr, il y a la matière, mais pour moi, la forme est importante et il y a quand même cette dimension du rythme de l'écriture, du choix des mots, de la manière quand même d'évoquer à travers ce rythme et les mots des affects, enfin, qui, je pense, sont liés à quand même quelque chose de l'ordre d'une écriture un peu romanesque. Écrire, pour moi, oui, c'est une nécessité. Je ne pourrais pas faire autrement, je pense vraiment. En plus, par rapport à ma clinique et à ma pratique, c'est vraiment pour moi l'espace où je retravaille une série de choses par rapport à ce que je vis avec les patients et ce que j'essaye de prendre comme recul en intégrant la théorie et mes lectures, mais pas que les lectures, aussi les romans que je lis et qui ont un rapport avec souvent d'ailleurs les thèmes romanesques ont beaucoup de rapport avec les histoires de vie. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est une matière mise au travail, qui est vraiment, je pense, importante pour moi. C'est un espace je ne vais pas dire de repos, comme disait Winnicott, mais quelque chose quand même je n'ai pas de souffrance à écrire. Beaucoup de gens souffrent pour écrire, et moi, c'est pas ça. Moi, c'est quelque chose qui est assez facile et qui me procure plutôt du plaisir. Dans le domaine de la psychanalyse, je pense que c'est quand même particulier parce que on est face à un surmoi collectif très important. Et que donc pour oser s'aventurer dans des champs qu'on ne maîtrise pas et s'exposer en faisant ça à la lecture des collègues et à leur œil critique, qui n'est pas toujours bienveillant, je pense que c'est peut-être plus compliqué que pour écrire des romans. Quand j'ai essayé d'écrire l'un ou l'autre roman, je laissais mon écriture partir toute seule. Voilà. Et alors parfois ça marchait pas, et puis il fallait le retravailler, etc. Dans le domaine de mon écriture psychanalytique, je vois que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne quand même si après j'enjolive sur un mode un peu romanesque, au niveau de la concaténation, je pourrais presque dire, de la structure de l'article, je sens bien que je construis, je m'assure, je retourne lire les auteurs. C'est un travail de construction, c'est plus de l'ordre du Lego que de l'ordre du Squiggle, hein, quand même, pour moi. Mais bon, c'est mon style. Peut-être que d'autres ont la chance et la liberté de pouvoir écrire autrement. Mais pour ça, je pense qu'il faut être très, très, très assuré du background sur lequel on s'appuie pour pouvoir s'aventurer avec eux. Et je pense que c'est ça les grands auteurs psychanalytiques. C'est ceux qui ont cette capacité-là de ne plus trop se soucier de ce qui est déjà su par d'autres pour pouvoir se lancer dans ce qui est... je pense que des gens comme Bion, des gens comme Winnicott, ils ont quand même osé des choses, je trouve assez... Enfin, Mélanie Klein, mais Freud, le premier, enfin voilà. Ça, c'est quand même les tout grands auteurs qui, je pense, sont vraiment des aventuriers quand même, et des découvreurs. Et ça, c'est le privilège de quelques-uns, et voilà, c'est comme ça. Le fait de diriger la revue m'a vraiment ouvert quand même les portes de beaucoup de collègues qui étaient également dans l'écriture. Donc d'avoir l'occasion de rencontrer des gens d'autres comités de rédaction, je pense à la Revue française, je pense à d'autres collègues aussi, et également des auteurs. Donc, puisque quand on a parfois décidé de travailler par thème, et donc je demandais à gauche et à droite des noms de collègues qui pouvaient être des ressources pour les thèmes qu'on voulait traiter. Donc j'étais amené à contacter des gens que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai aperçu que les gens répondaient toujours très gentiment, avec beaucoup de plaisir, quand on leur proposait d'écrire un article, bon, il y a quelques exceptions, mais dans la grande majorité, même si les gens ne pouvaient pas accepter parce qu'il n'y avait pas de temps, il y avait vraiment un lien qui s'établissait, quelque chose qui était de
de l'ordre d'une sorte de fraternité, de l'écriture et du souci de transmettre par l'écrit. En même temps qu'on a mis en place le colloque, si tu t'en souviens, on a eu l'idée de solliciter des collègues étrangers comme correspondants. Et le colloque était alors une occasion de les faire venir, de les rencontrer, de faire connaissance avec eux. Et ça a assez bien marché, je trouve. Il y a plusieurs collègues qui viennent, c'était déjà le deuxième colloque, plusieurs collègues sont venus pour la deuxième fois, notamment les collègues suisses. Et il y a eu une dynamique intéressante parce que du coup aussi, la revue française s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait, lors des congrès du CPLF, organiser une petite réunion des revues de psychanalyse. Et donc ça s'est fait depuis l'année dernière, il y a eu la première réunion. Voilà. Donc je pense que c'était clairement l'idée d'augmenter un peu l'étendue de notre auditorat ou je ne sais, ou lectorat, et puis d'étendre notre réseau. C'était un peu les deux aspects. Et puis il y avait aussi l'idée quand même que si on pouvait gagner un peu de sous, comme la revue n'est quand même pas très riche et qu'on est toujours un peu en difficulté pour financer les projets qu'on pourrait essayer de mettre en place, c'était évidemment bienvenu si on arrivait à financer ça par un colloque. Je pense que cette revue, elle a beaucoup de liberté, parce qu'on est un comité de rédaction, on est une ASBL, et en même temps, on est très soutenu par la société, les abonnements sont achetés par la société, et la société n'interfère pas avec notre travail. Alors, bon, je pense que c'est aussi parce qu'en gros, voilà, il y a une bonne connexion qui se passe, hein, quelque chose qui se passe bien. Néanmoins, je voudrais souligner ça, on a une grande liberté tout en étant très soutenu. Et ça, je trouve que c'est une position assez exceptionnelle. Et je pense qu'on doit ça en partie à Maurice Habert, qui a beaucoup, je crois, insisté, en tout cas, il me l'avait dit à l'époque, pour qu'il y ait une indépendance de cette revue, bien qu'elle soit intimement connectée à la société. Et ça, je crois que c'est un dispositif qui me paraît vraiment intéressant et riche pour une revue qui vise quand même à chercher des idées neuves de temps en temps. Voilà, je pense que mes éditoriaux, je ne suis pas sûr que tous aient tellement été appréciés par tout le monde, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Mais en même temps, c'est quand même important de faire des éditoriaux dans lesquels les gens se retrouvent suffisamment, hein. On ne peut pas faire des choses uniquement pour soi et pour le seul plaisir de se prendre pour un écrivain. Et donc, je pense que ça a pu évoluer petit à petit, ces éditoriaux, dans quelque chose qui laissait quand même davantage de place aux auteurs, et une place peut-être plus sentie et plus authentique, tout en gardant ce côté dans les éditoriaux auquel je tiens quand même beaucoup, même si ça me demande beaucoup de travail, tout en gardant ce côté, voilà, d'une sorte d'imaginaire mis au travail, en lien avec un thème. Donc, bien que je ne sais pas combien de temps ça peut durer, parce que c'est quand même ardu. Les premiers éditoriaux allaient facilement, et je vois que au fil du temps, c'est quand même, ça me demande des efforts de plus en plus importants. Alors, quand j'ai terminé, et c'est d'ailleurs un peu en contradiction avec ce que je disais avant sur le plaisir d'écrire, parce que là, comme c'est quelque part un peu une œuvre de commande, que je m'impose à moi-même, évidemment. Mais c'est néanmoins, ça a un côté un tout petit peu plus laborieux, mais alors, quand c'est fini, et que je suis content de ce à quoi je suis arrivé, et puis qu'en plus que les collègues m'encouragent, alors là, c'est quand même un sentiment de plaisir, avec déjà l'anticipation de la suivante. Écoute, longue vie à la revue. Parce que 65 numéros, ça fait quoi, 30 et des ans, 32 ans, 32 ans, donc c'est un bel âge, quoi. Bel âge, vraiment, une revue qui tient et qui ne s'est pas affaiblie, qui a continué à se développer. Hein, je trouve ça magnifique qu'elle ait duré autant d'années, hein, parce qu'on en est au numéro 65. Donc là, vraiment, c'est superbe. Et surtout dans l'état d'esprit vis-à-vis de la psychanalyse actuellement. Donc je pense que c'est vraiment indispensable de la garder, et de la... Je pense que ce qui est aussi très très important, c'est de garder quelque chose de l'articulation de la clinique
Oui. et de la théorie, comme c'est vraiment le plus de notre société, et de garder cet esprit-là. Ça c'est certainement important. Et alors, je ne sais pas si elle doit vraiment se développer dans le sens d'être plus importante, plus largement distribuée, parce que je crois que déjà la revue française peine. Donc ça, je crois qu'à continuer cette articulation théorico-clinique, ça me semble très important. Et peut-être, si j'ai un souhait, c'est qu'il y ait plus de Belges qui écrivent, parce que j'ai l'impression, en voyant les derniers numéros... Alors, je peux me faire le reproche à moi-même. Tous les derniers articles que j'ai publiés, c'était dans la revue française, par exemple. Donc, je me suis rendu compte de ça récemment. Enfin, je me suis rendu compte. C'est-à-dire qu'on m'a demandé des articles et je les ai écrits, parce que ça s'est mis comme ça. Mais bon, voilà, je trouve que c'est dommage. Et alors là, je crois qu'il y a vraiment à solliciter les collègues plus directement. Parce que là, c'est quelque chose que je faisais systématiquement, par exemple. Aller solliciter des collègues, leur dire, tiens, tu n'écrirais pas sur ce que tu es en train de faire, ou etc. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu quand même au fil du temps. Et je crois que ça, c'est le plus compliqué. C'est de susciter des motivations chez les plus jeunes. Bah, pas tellement chez nous, mais chez les plus jeunes, et leur donner envie d'écrire. Et pour ça, le bulletin était perçu comme un tremplin à l'écriture. Et j'ai l'impression qu'il est moins utilisé comme ça aussi. Au début, d'ailleurs, la revue s'est nourrie de certains articles du bulletin. Tu vois, je crois que s'il y avait plus d'articulation à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. Pour les plus jeunes, hein, pour leur donner envie d'écrire. Bah, moi, j'ai envie évidemment qu'elle se développe, qu'elle se vende davantage, qu'on puisse trouver des fonds pour que ça puisse se faire, parce que c'est tout de même très cher pour une société petite comme la nôtre d'éditer quand même 2 revues par an. Donc, évidemment, moi, je ne demande pas mieux qu'elle se développe. Ça, je le pense. C'est important. Enfin, c'est fondamental, comme je l'ai dit. Je pense que l'écriture reste notre j'ai pas envie de dire notre arme, mais on a envie de dire cela par les temps qui courent. C'est le crayon levé, et surtout ne jamais le baisser, et ne pas avoir peur des armes, les vraies armes, et des fanatismes. Ça, je pense que les psychanalystes ont un travail à faire, de lutter contre la pensée totalitaire et fanatique. Ça, je trouve vraiment, vraiment fondamental. Alors, nous n'avons que notre plume pour témoigner quand même d'abord du modèle analytique, et il faut quand même répéter, parce que la psychanalyse est très attaquée actuellement dans cette société de l'immédiateté, du profit, des thérapies brèves, des coachs, etc. Il faut bien dire que je trouve que la psychanalyse, la pensée psychanalytique reste tout à fait fondamentale dans la mesure où elle questionne vraiment le fonctionnement psychique, et qu'elle ne s'arrête pas aux symptômes, qu'elle se demande pourquoi et comment. Donc je trouve qu'il est fondamental qu'une société, qu'une institution analytique témoigne de la pensée qui la sous-tend. C'est tout de même une association scientifique, une société de psychanalyse. Et le contenu, moi je trouve qu'il y a une expansion là, les derniers temps, il y a énormément d'articles. Et moi mon souhait c'était dans ce sens-là, c'était d'avoir des articles, mais pas uniquement cliniques, pas uniquement psychanalytiques, d'ouverture en quelque sorte. Moi je trouve que si j'ai un souhait à formuler, c'est parfois de comparer avec d'autres modes d'approche. Moi je verrais bien ça. De temps en temps un article de neurosciences ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait déjà eu des articles comme ça, mais ça, je pense que des collaborations comme ça, ce serait bien. Et puis, moi, ce qui m'a frappé aussi les derniers temps, c'est le fait que
Il y a un comité de lecture étranger maintenant, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. On travaillait entre nous. Moi, je suis content de la direction que ça a pris. Il y a eu vraiment, à un moment donné, il y avait besoin de 109, probablement. Je vois maintenant, la revue s'étoffe. À l'époque, on n'avait pas tellement ce problème-là. Mais voilà, d'un point de vue financier, plus une revue s'étoffe, plus l'imprimeur, ça coûte, et plus les envois coûtent. À un moment donné, à un certain poids de la revue, on passe dans une autre catégorie. Si bien qu'on est serré, on dit, tiens, on mettra encore bien un article. Je crois que maintenant, parfois, il y a 120. C'est des contraintes techniques. J'ai pas de suggestion à faire, sauf que je suis très sensible aux aspects concrets. Je pense que quand on dépasse un certain nombre de pages, je sais d'expérience qu'il va y avoir des ennuis financiers à la sortie, et que je crois qu'il y a dès lors un choix à faire en disant il faut couper, ou bien on ferait pour un autre numéro, ou éventuellement passer à 3 numéros par an. Mais alors, il faut s'adapter. Je dirais que c'est des trucs très concrets, parce que je trouve qu'elle est diverse, variée, je la parcours toujours avec intérêt. Je pense que c'est intéressant pour la société que la revue soit connue à l'extérieur. Et je pense que dans les problèmes qui vont advenir chez nous sur la pratique de la psychothérapie, donc l'analyse y est mêlée, le fait d'avoir une société qui a par ailleurs une revue est quand même un plus. Oui. Je crois que ça peut aider. Donc il faut se maintenir, je crois. Je crois que c'est important qu'elle se maintienne envers et contre tout, et dès lors qu'on soit attentif aux aspects concrets de la diffusion et de sa vivance financière. Je crois que c'est important. Je pense qu'on a sorti un ou deux numéros qui étaient avec un thème qui couvrait tout. Mais c'est pas moi, j'avais une résistance à ça. Je trouvais que c'était compliqué et que le plus simple, c'était en fonction de ce qu'on recevait, si c'était bon, on publiait, point. Parce que les gens doivent attendre longtemps. 2 numéros par an. Si on dit on le réserve le numéro suivant, l'auteur doit attendre un an. D'abord, je me demande s'il y a des gens qui lisent la revue. Je ne suis pas certain que beaucoup de gens lisent régulièrement la revue parmi les abonnés, et même parmi les membres. Parce que, voilà, il y a tellement de choses à lire, les gens ont tellement de travail, clinique, etc., tellement peu de temps de manière générale que, voilà, se mettre à la lecture d'une revue, sauf quand il y a un thème vraiment spécifique, justement, que les gens ont envie de travailler pour une raison ou pour une autre, c'est pas si évident. Et moi-même, d'ailleurs, je dois bien avouer qu'avant d'être directeur de la revue, je lisais pas tous les articles, et même parfois il y avait des numéros que je mettais 2-3 ans avant d'ouvrir. Donc je ne crois pas être un phénomène très isolé, donc je pense que ça s'est répandu. Donc ça c'est un premier point. Je me dis comment essayer d'intéresser davantage les collègues à participer à la revue, et participant du coup à la fréquenter davantage aussi au niveau de la lecture. Donc ça c'est un premier point qui me... et corrélativement avec ça aussi, l'idée de comment, malgré tout, essayer d'étendre un peu notre lectorat, c'est-à-dire d'être un peu plus attractif, au fond, qu'on ne l'est maintenant. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser le même outil 30 ans après, alors qu'on sait que les évolutions sociales sont telles, que la rapidité des changements technologiques induit tellement d'évolutions auxquelles on ne réfléchit peut-être pas assez, qu'en plus, on est d'une génération qui, malgré tout, a gardé ses habitudes de notre formation qui est des années 20, enfin quand on avait 20-30 ans, et que maintenant, les collègues qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont la quarantaine, ils sont déjà avec d'autres modalités d'utilisation de l'écrit. Alors, je pense qu'une revue garde toute sa place. Je ne suis pas certain que le média Internet soit nécessairement, pour une revue comme celle-là, la meilleure chose. On peut y réfléchir. On a mis en place un site Internet, donc je pense qu'il y a sans doute à réfléchir à comment le développer, à comment le rendre plus interactif. Alors, je me disais, est-ce que
Par exemple, on ne pourrait pas imaginer par rapport à ce site que les collègues puissent, qu'on trouve un moyen pour que les collègues puissent envoyer à quelqu'un qui souhaite intéresser un article. Dire voilà, j'ai bien aimé cet article-là. Comme j'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé, voilà. Ou bien tiens, j'ai vu cet article, ça pourrait peut-être t'intéresser. Voilà. Donc ça c'est un peu une petite parenthèse par rapport au site. Mais par rapport donc à l'évolution de la revue elle-même, du contenu de la revue et de sa présentation, je me demande s'il n'y a pas un travail à faire, à réfléchir. Les gens, est-ce que les gens ont toujours encore autant envie de lire des articles de 15 pages, 20 pages? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage réfléchir à des discussions thématiques plus courtes, de 4-5 pages, 3-4 articles de 4-5 pages autour d'un thème, avec peut-être des avis plus pointus, qui ne touchent pas tous les domaines de la question, mais vraiment centrent les choses, un peu comme on avait fait pour le numéro sur André Green, je ne sais pas si tu t'en souviens, où les gens avaient fait des petites communications, et ça avait eu un grand succès. Alors évidemment, c'était André Green, c'est pas n'importe qui, n'importe quel thème, mais néanmoins, je pense que cette modalité, à la fois, avait permis à des gens de se lancer dans un écrit, ils n'auraient peut-être pas fait 15 pages, mais 3-4, ça volontiers, et de lire ça, voilà, on peut lire facilement 3-4 pages, c'est pas très long, entre deux patients, etc. 15 pages, non, c'est tout autre chose, c'est une autre dynamique. Donc je me demande si ça ne pourrait pas avoir une rubrique comme ça, qui pourrait d'ailleurs être en alternance avec les carrefours que Nicole Minasio avait mis en place, enfin a mis en place, et qui continuent à leur rythme. Donc les carrefours qui sont ces interviews de collègues psychanalystes belges ou étrangers réputés qui ont vraiment toute une œuvre derrière eux et toute une série de choses à transmettre. Donc en alternance, c'est un point. Et alors l'autre point, je me disais aussi au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aérer la revue par une page sur le cinéma, une page sur une œuvre picturale, une page sur la photographie, une page sur la musique, et demander à des collègues, analystes, il y en a beaucoup dans notre société qui sont justement très investis dans ces domaines de la musique, de la peinture, etc. Voilà, de faire un petit sous-comité ou une petite annexe du comité qui s'occupe pour chaque numéro de nous fournir une page avec, peut-être pas une reproduction, ça dépend, il faut voir un peu les coûts d'impression que ça représenterait, mais avoir chaque fois une critique de film ou bien une nouveauté discographique ou quelque chose, je pense que ça peut amener les gens à ouvrir la revue pour cette rubrique-là, et puis à l'occasion de ça, passer peut-être à autre chose. Voilà, c'est encore un point. Et alors la dernière idée aussi que j'avais, non, l'avant-dernière, parce qu'il y en a encore une après, l'avant-dernière que j'avais, et tout ça c'est venu grâce à votre interview, hein, il faut quand même le dire. C'est l'interview qui m'a dit, oui, dans le fond, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai pas à dire. Ah bon, voilà. Donc, il faut quand même que je trouve quelque chose. Et donc, j'ai cherché. Et quand je cherche, en général, des choses viennent. J'ai cette chance. Et donc, cette idée, c'était peut-être quelque chose qui s'appellerait le divan décoiffé ou un truc pareil. Et qui serait quelqu'un qui n'est pas dans le secteur psy et qui amènerait des idées de son domaine qui aurait un certain rapport avec la psychanalyse. Voilà. Ça pourrait être un domaine de la philosophie, bien sûr, mais de l'économie, d'une science dure, la physique quantique, je ne sais quoi, enfin voilà. Et un article à chaque numéro qui serait un peu d'un extérieur, quoi, qui amène un nouveau souffle, parce qu'en même temps, les collègues psychanalystes sont très intéressés quand même, moi je le vois, par des apports d'autres domaines que le nôtre. Il y a toujours un enrichissement, il y a toujours une ouverture, il y a toujours des idées nouvelles qui en ressortent. Voilà, ça c'est la dernière chose. Et puis alors, la toute dernière chose, c'est, je dis, dans le fond, pour la promotion, on a fait de temps en temps cette promotion qui consiste à envoyer par mail aux collègues simplement le sommaire avec le sommaire du numéro. Et je me dis, est-ce que ce serait pas amusant d'imaginer pour chaque numéro d'avoir un petit clip vidéo. Un petit clip vidéo d'une minute, hein, une minute et demie, qu'on pourrait envoyer par mail. Alors je ne sais pas si techniquement c'est possible, si c'est faisable, etc. Mais, ou alors, il y a quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus rigolo, et c'est surprenant, je pense qu'aucune revue ne fait ça, à ma connaissance. Et donc je trouve qu'il y a peut-être là quelque chose d'une idée qui pourrait amener encore quelques lecteurs de plus. Voilà.
Quoi, de reprendre la direction? Oui, je pense que je le referais, oui. Si j'avais la disponibilité, je le referais certainement. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, écrire. La théorie aussi m'intéresse, jouer avec les concepts, avec la théorie, oui, ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de maintenir la spécificité théorico-clinique de la psychanalyse. Ne pas laisser la notion d'inconscient se diluer, se mettre à toutes les sauces, non. Maintenant? Non. Non, j'ai passé la main, je trouve que c'est bien, on a fait son temps, on a... Bon, moi, je n'avais pas de grandes ambitions dans cette histoire-là. Je voulais en tout cas que ça ne se termine pas et donc d'être un des maillons de la chaîne. Ben, il y a suffisamment de gens intéressés par l'aventure maintenant pour prendre le relais. Non, je ne rempilerai pas. Oh, je le referais sans hésiter. Oui. Ah oui, ça, je le referais sans hésiter. Forcément, je ne le ferai pas de la même façon parce que j'ai j'ai l'expérience, les temps changent, les choses changent. Je ne sais pas te dire comment je le referais. Hein, c'est comme la présidence, c'est pas du tout la même chose maintenant avec les changements qu'il y a eu dans la société, la maison, etc. Bon, j'apprends autant que je n'apporte. Mais bon. je marcherai à nouveau, pas au point de prendre la direction et la responsabilité, parce que c'est vraiment ce qu'on va y arriver, etc., les retards, mais de jouer avec, peut-être. Ça dépend comment on fait la demande. Et c'est difficile devant le père fondateur, alors que, etc., etc. Et il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Immédiatement. Immédiatement. Immédiatement, parce que c'est vrai que c'est du travail, la lecture de tous ces articles, c'est beaucoup de travail. Mais je dois quand même dire qu'on a un comité de rédaction, je trouve, extrêmement sympathique, où tout le monde est investi, où les gens travaillent avec plaisir, sans rechigner, où chacun a trouvé plus ou moins un domaine avec lequel il se sent relativement à l'aise, et certains même ont pris des domaines avec quoi ils n'étaient pas à l'aise, mais le font avec beaucoup de gentillesse, de bonne volonté et d'efficacité. Et je trouve qu'il y a une légèreté, une facilité de travailler ensemble qui est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. Je ne le referais jamais si je devais être seul ou si je me sentais dans un contexte où il n'y a pas cette espèce de dynamique de groupe qui peut se mettre en place. Donc ça, pour moi, c'est un élément vraiment tout à fait déterminant par rapport au plaisir que j'ai de travailler dans la revue, vraiment.